Merci. Alors, on va parler ici des plasmas thérapeutiques disponibles en milieu hospitalier, qui sont tous des plasmas déleucocytés, congelés à l'état frais et issus de dons non rémunérés. Il y a les plasmas qui ont le statut de produits sanguins labiles, qui sont produits par l'EFS, qui vont être soit les plasmas IA, donc inactivés par amotosalène, issus d'un seul donneur ou d'un mini-pool de 5 dons. Et puis les autres plasmas PSL, produits sanguins labiles, on a les plasmas sécurisés qui, eux, ne sont pas traités, mais qui sont sécurisés par une quarantaine d'environ 60 jours et issus d'un seul donneur. Depuis janvier 2015, on l'a dit, l'EFS ne produit plus de plasma SD. Et donc, on a un plasma médicament qui est du SD, donc viro-inactivé par solvant détergent, qui est l'Octaplast LG, qui donc a eu son AMM et son autorisation de mise sur le marché en 2016, qui lui est issu d'un mélange de 1500 dons. Les indications des plasmas sont globalement les mêmes, c'est-à-dire que c'est certaines situations hémorragiques problématiques, on ne va pas rentrer dans les détails. Actuellement, il n'y a pas d'argument clinique pour privilégier un plasma plutôt qu'un autre, quel que soit leur statut, c'est-à-dire médicament ou produit sanguin labile. Il y a une contre-indication qui est la même pour les deux types de plasmas, qui est une contre-indication absolue, qui est la présence d'anticorps anti-IgA chez des sujets déficitaires en IgA. Et il y a des précautions d'emploi pour le PFC-IA, précautions d'emploi en néonatologie et contre-indications chez les patients qui sont allergiques au psoralène ou à la motosalène. La déclaration des effets indésirables donc, est différente avec un circuit hémovigilance pour les plasmas PSL et un circuit pharmacovigilance pour le plasma médicament. Les complications des transfusions de plasma, quel que soit le plasma utilisé, sont à peu près les mêmes. Donc en premier, ça va être l'allergie. En deuxième, par ordre de fréquence, l'œdème pulmonaire de surcharge, qu'on appelle TACO. Ensuite, l'œdème pulmonaire lésionnel, le TRALI. La transmission d'agents infectieux. Et puis, de façon beaucoup moins importante, les risques associés aux leucocytes, l'alloimmunisation et la réaction hémolytique transfusionnelle. La réaction allergique, c'est l'immunisation du receveur contre des protéines qui sont présentes dans le produit transfusé, parfois des IgA, mais le plus souvent des protéines qui ne sont pas identifiées. Les événements allergiques surviennent généralement rapidement après le début de la transfusion et sont d'une sévérité variable, parfois prurite, urticaire, érythème, parfois des signes respiratoires, de la toux, du bronchospasme, de la dyspnée, voire ça peut aller jusqu'au choc anaphylactique. Pour essayer d'identifier le mécanisme de la réaction allergique, tout patient qui présente une réaction d'hypersensibilité immédiate grave doit avoir des explorations allergologiques. D'une part, des explorations immédiates avec les dosages histamine et tryptase, qu'on va faire précocement, donc dans les 30 minutes, puis dans les 4 heures, puis à 24 heures, et puis, si possible, des explorations allergologiques à distance dans une unité spécialisée. Ensuite, le TACO, qui est donc l'œdème pulmonaire de surcharge. Ça, c'est des données issues de l'EFS ou du rapport ANSM des vigilances en France, avec, vous voyez, une incidence qui est, on va dire, moyenne à 3 pour 100 000 PSLCD, donc qui est beaucoup plus faible qu'avec les globules rouges, un petit peu plus importante qu'avec les plaquettes. L'œdème pulmonaire de surcharge est bien plus fréquent chez les sujets âgés, en particulier les sujets de plus de 80 ans, et on voit une augmentation depuis le début des années 2000. Il y a des recommandations de prévention qui ont été publiées en 2013 et 2014, en particulier pour les patients insuffisants cardiaques, sujets âgés, avec il faut passer les poches beaucoup plus lentement et bien surveiller les patients. Et puis éviter de passer des gros volumes en une seule fois. L'œdème pulmonaire lésionnel, le TRALI, est un syndrome de détresse respiratoire aiguë qui survient dans les 6 heures après les transfusions. C'est un diagnostic d'élimination. Il faut avoir exclu toutes les autres causes de détresse respiratoire aiguë. Sur le plan physiopathologique, il est lié à l'accumulation et à l'activation des polynucléaires neutrophiles au sein de l'endothélium pulmonaire. Et il est lié à la présence d'anticorps antileucocytes dans le plasma transfusé, en particulier acquis au cours des grossesses. Alors pour essayer de prévenir le TRALI, qu'est-ce qu'on va avoir ? Pour les plasmas produits sanguins labiles, il y a une sélection des donneurs. On va privilégier les hommes et les femmes nullipares, ou une recherche d'anticorps anti-HLA classe 1, classe 2 chez les donneurs, donc les femmes qui ont eu des enfants en particulier. Pour le plasma médicament, il n'y a pas de sélection des donneurs sur le sexe. En revanche, il y a une recherche d'anticorps anti-HLA classe 1 et classe 2 et d'anticorps anti-HNA qui est faite sur le pool de médicaments. Depuis 2009, on n'a pas vu en France de TRALI d'imputabilité certaine après transfusion de plasma. Et par ailleurs, pour le plasma SD, il n'y a pas de TRALI rapporté en France d'imputabilité certaine après transfusion de plasma SD. Deux explications pour ça.
probablement qu'il y a une dilution des anticorps anti-HLA ou anti-HNA qui pourraient être présents dans le plasma à cause du poolage d'une grande quantité de plasma. Je vous ai dit, c'est issu de 1500 dons. Et ou peut-être qu'il y a une inactivation des anticorps anti-HLA par des antigènes HLA solubles quand on va mettre en contact donc les 1500 dons. Maintenant, les complications infectieuses. Les complications bactériennes sont très rares après transfusion de plasma. C'est lié en particulier au processus de congélation. Les complications virales, elles vont être prévenues d'une part par l'interrogatoire des donneurs. Ensuite, il y a une sérologie et une PCR systématique pour VIH, hépatite B, hépatite C. Pour le plasma médicament, il y a une PCR VHA et parvo B19 sur des mini-poules. Et puis, le virus de l'hépatite E, dont on a un petit peu parlé déjà, il n'est pas inactivé ni par la motosalène, ni par le processus solvant-détergent. Donc, pour les plasmas PSL, il va y avoir une PCR réalisée sur certains plasmas qui sont donc qualifiés VHE free et qui représentent à peu près 20% du stock des plasmas de l'EFS. Pour le plasma médicament, il y a une PCR VHE systématique sur les dons et sur le pool. Après, les complications parasitaires, normalement, sont prévenues par l'interrogatoire des donneurs. Pour les agents émergents, comme par exemple les prions, pour le plasma PSL, il y a une exclusion des donneurs à risque par l'interrogatoire. Et pour le plasma médicament, il y a une étape de chromatographie d'affinité. Maintenant, les risques associés aux leucocytes, on va avoir la réaction fébrile non hémolytique, la GVH post-transfusionnelle, l'alloimmunisation antileucocytaire et la transmission virale de virus qui sont dans les leucocytes, donc en particulier le CMV, l'HTLV. Tous ces risques sont largement diminués, d'abord par l'étape de déleucocytation, puis par l'étape de congélation. Voici donc des données issues de l'ANSM française. On va regarder là la consommation des plasmas PSL, donc les plasmas de l'EFS en France sur l'année 2015-2016. On voit qu'on a une consommation française d'un petit peu plus de 3 millions de PSL avec à peu près 10% de plasma. Entre 2015 et 2016, on voit une nette augmentation de la consommation de plasma sécurisé. On va avec plus 48%. Une nette diminution de la consommation de plasma IA qui ne va plus représenter que 2% des plasmas PSL utilisés en France en 2016, donc une diminution d'environ 2/3. Puis le PFC, SD solvant détergent, donc a été utilisé en janvier 2015. Puis après, il n'est plus produit par l'EFS, donc c'est pour ça qu'on voit qu'il représente un très faible pourcentage en 2015 et qu'on voit totalement disparaître en 2016. Maintenant, on va s'intéresser donc sur les données d'hémovigilance aux événements indésirables receveurs. En France, en 2016, on a 8300 événements indésirables receveurs et 6700 qui sont analysables. C'est-à-dire que l'enquête est terminée et on va regarder les imputabilités qu'on dit de niveau 1 à 3, donc possibles, probables ou certaines. Et donc, on a une incidence qui est à peu près à 265 pour 100 000 PSLCD avec, vous voyez, des grandes différences en fonction du type de produit sanguin qu'on va utiliser. Une incidence qui est beaucoup plus élevée pour les plaquettes, qui est assez, on va dire, 2 fois moins pour les globules rouges et qui est quand même beaucoup plus faible à 112 pour 100 000 PSLCD pour les plasmas. Les plus fréquents, les événements qu'on va avoir les plus fréquents, ça va être l'allergie, donc qui est la courbe violette. Donc ça, c'est uniquement pour les plasmas. Ensuite, c'est l'œdème pulmonaire de surcharge qui est la courbe violet clair. Et puis après, on va avoir en beaucoup plus faible l'incompatibilité immunologique, la réaction fébrile non hémolytique, les alloimmunisations isolées. Donc ça, c'est les effets indésirables receveurs spécifiquement liés au plasma. Je vous ai dit, on a une incidence qui a 112 pour 100 000 PSLCD. Vous voyez qu'on a plus de 90% de ces événements qui sont des événements allergiques. Ensuite, à peu près 5% de réaction fébrile non hémolytique, 3% d'œdème de surcharge, et puis après, des choses un peu plus immunologiques, mais qui sont d'une incidence beaucoup plus faible. Donc, tout niveau de gravité, quand on regarde cette fois-ci seulement les effets indésirables receveurs allergiques, là, on va regarder les imputabilités probables et certaines. Donc, on exclut les imputabilités possibles. Et vous voyez que l'incidence en 2016, donc toujours pour 100 000 PSLCD, pour le plasma, elle est moyenne, on est à 67, plus faible qu'avec les plaquettes, beaucoup plus élevé qu'avec les globules rouges. Et ce qu'il faut voir, c'est que quand même plus de 80% des effets indésirables receveurs déclarés allergiques sont de grade 1, c'est-à-dire sont non sévères, donc un peu d'urticaire, un peu de prurite, peut-être aussi des choses qui sont sous-déclarées, probablement qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas déclarées. Quand on regarde donc seulement sur les œillères allergiques, l'évolution depuis le début des années 2000, on voit qu'on a depuis 2012 une stabilité, tout PSL confondu, on est à peu près à 20 pour 100 000.
Si on regarde 2013-2016, on va voir qu'on a une diminution des EIR après transfusion de globules rouges et de plaquettes, alors qu'on voit finalement une augmentation avec les plasmas. Et c'est représenté également sur cette courbe-là. Vous voyez la courbe bleue qui est les événements indésirables receveurs avec les plasmas sécurisés. En rouge, les plasmas IA. Vous voyez que ça augmente encore plus. Et puis le SD, c'est pas très interprétable en 2015 puisqu'on s'est utilisé seulement sur un mois. Voilà, puis qu'après, il disparaît de toute façon. Si on reprend cette fois-ci les données 2014, donc qui incluaient le plasma SD, qui à l'époque était encore fourni par l'EFS, on voit que l'incidence des EIR allergiques était à peu près comparable entre PFC IA et PFC sécurisé, et qu'elle était beaucoup plus faible déjà avec le PFC SD. Alors maintenant, quelques données européennes, parce qu'on n'a pas de données françaises actuellement, sur l'utilisation du plasma médicament Octaplas. On a une étude finlandaise qui va regarder. En Finlande, en mai 2007, ils ne produisent plus de plasma PSL et ils passent complètement au plasma médicament Octaplas LG. Et donc, il y a une étude publiée en 2012 qui va regarder l'évolution entre 2005 et 2011. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit une diminution significative d'à moins 76% des EIR sévères d'imputabilité 1 à 3, donc probable, possible ou certaine. Avec une nette différence sur la période 2005-2007, on a une incidence qui est à 24, et puis 2007-2011, on diminue à 5,8 pour 100 000. Et ce qu'on voit aussi, c'est que depuis 2007, il n'y a plus de tralie observée en Finlande après transfusion de plasma. On voit ça sur cette courbe avec, jusqu'en 2007, le plasma frais congelé. Depuis 2007, une utilisation de l'Octaplas. Et puis, là, vous voyez la courbe des événements indésirables sévères qui va subir une nette diminution à partir de l'année 2007. On a une autre étude suédoise où dans l'hôpital de Karlskrona, en 2007-2008, ils utilisent de façon séquentielle d'abord le plasma PSL, puis le plasma médicament. Et alors, pour chaque plasma transfusé, il y a un questionnaire d'effets indésirables receveurs. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'avec le plasma PSL, on va avoir 19 événements indésirables receveurs et aucun avec le plasma médicament, alors que le nombre d'unités transfusées est 2 fois supérieur et que le nombre de patients transfusés est également 2 fois plus élevé. Donc, finalement, beaucoup moins d'effets indésirables receveurs. Voilà, et je voudrais remercier ma collègue, le docteur Anne-Claire Leprêtre de l'EFS de Saint-Louis, et puis Cécile Cornillot, qui m'ont beaucoup aidé pour cette présentation, et je vous remercie pour votre attention.